regardez-moi ça. Hein, est-ce que ça a l'air d'être un rôliste, ce truc? Tout à fait. D'ailleurs, je vous présenterai mon super t-shirt que je trouve assez excellent. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Histoire au coin des 20. Ah, comment je me suis fait spoiler et prendre à mon propre jeu. Je t'ai bien lu. Ben oui, salut tout le monde et bienvenue de retour dans Histoire au coin du D20 où nous vous racontons nos histoires de jeux de rôle. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle que ce n'est pas une critique d'un jeu de rôle, c'est une histoire tirée Ah oui, de... on s'est fait tirer par les orteils. De temps en temps, il y a des gens qui disent « Ah, mais vous racontez n'importe quoi sur tel jeu de rôle !» Ben, désolé, on fait que raconter nos histoires. Quoi qu'il en soit, nous allons aujourd'hui terminer la campagne de Dark Heresy. Oui, tout à fait. Ça fait un certain temps qu'on vous raconte les histoires de nos amis les inquisiteurs dans le monde de Warhammer 40 000 et donc la campagne est arrivée, enfin la première partie de la campagne est arrivée à sa fin. Et donc on s'est dit que ce n'était que justice et qu'on vous raconte la fin de cette histoire. D'autant plus qu'il y a beaucoup de points de destin qui ont sauté comme des Rice Krispies. Et il y a eu un mort. Et il y a eu un mort. Et vous voulez savoir qui c'est? Eh bien, je vais vous le dire juste après qu'on ait dit la bière du jour. Non, on va attendre la fin, on va attendre le dernier moment pour vous dire qui est le mort. Alors en parlant de mort... C'est la maudite, là. C'est la mort... Donc, pendant le... Tiens. À Noël, il y avait des cabanes de Québécois qui sont venus au marché de Noël de Bruxelles. Et donc, j'aurais acheté des maudites, que j'ai déjà goûté, en l'occurrence. Mais toi, tu vas pouvoir goûter pour la première fois cette petite bière québécoise. Ça m'a l'air d'être une bière en tabernacle. Mais c'est très bon. Elle est vachement bonne. C'est très bon. Et donc, par où est-ce qu'on commence? Parce que je me souviens plus, on Alors, était resté. en gros, la dernière chose qui s'est passée, parce que c'est la quatrième vidéo d'Ark Heresy, hein, si vous n'avez pas encore vu les autres, commencez par là. Dernière chose qu'on a racontée, c'était l'histoire de... où j'ai invoqué des démons sans le faire exprès. Et après ça, on a fait quoi? On est parti vers le quartier des plaisirs pour aller récupérer notre équipement, parce que il y a eu tout un passage où on est retourné en arrière dans les sous-sols pour aller rechercher notre équipement. Oui. Et c'est moi qui, avec mon sort qui me permet de marcher sur les murs, qui ai dû redescendre le machin, et ces connards ont fait tomber l'ascenseur sur ma tête. C'est-à-dire qu'il y a eu, comme qui dirait, un petit problème de communication au sein du groupe. Il y avait tout le groupe qui était resté en haut. Ils devaient descendre dans un souterrain. Et comme dans Warhammer 40 000, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que tout est gigantesque. Donc t'as pas un ascenseur qui va faire 3 étages. Non. Ça descendait genre 50 mètres sous terre. Et le personnage Proximo Kappa, On va raconter, enfin, je vais vous raconter, j'ai eu quelques moments exceptionnels dans cette campagne. Et donc notre psyker Proximo Kappa trouve une trappe et se dit je vais utiliser mon sort qui fait que mes mains collent au mur et là en l'occurrence aux poutrelles qui soutenaient l'ascenseur. Et il y a eu un petit problème j'ai pas compris comment vous avez réussi à vous mettre dans cette situation. Donc Proximo est à la moitié du chemin quand les autres se disent mais en fait on va faire descendre l'ascenseur, on va descendre aussi. Non sans avoir d'ailleurs balancé des gardes dans le trou qui se sont écrasés en bas. J'ai failli me les prendre. T'as failli te les prendre. En plus, ça faisait que les gars en bas se disaient déjà, mais il y a des gens qu'est-ce qui se passe? Et puis donc, l'ascenseur commence à descendre et t'as dû l'esquiver à la dernière seconde. Mais ils l'ont carrément fait tomber en chute libre. Il est tombé en chute libre. L'ascenseur, donc j'ai dû l'esquiver, j'ai dû faire un jet d'agilité et comme j'ai pas énormément, j'ai eu de la chance, j'ai réussi. Et pour finir, je me suis rendu compte, quoi qu'il en soit dans cette partie de l'aventure, que notre équipement avait été revendu à ce que je repère immédiatement, honnêtement, comme étant des démonettes de Slaanesh, hein, ou alors du moins des bonnes femmes perverties par Slaanesh parce que ça sautait aux yeux. Enfin. Donc des bonasses violettes avec des longues langues et des cornes en gros, plus ou moins. Et des yeux de chat et des trucs comme ça. Et grâce à mon sort de détection, je repère dans quelle direction elles vont, et après en regardant la carte, on se rend compte qu'elles se dirigeaient vers le quartier des plaisirs. Le jardin des 1000 plaisirs de Xikafre. Et donc, oui, nos aventuriers savent pas très bien ce qu'ils doivent faire. Il me semble que la seule qui avait déjà une petite idée de ce qu'elle devait, où elle devait aller, de qui elle devait parler, c'était la tisserande, justement. Oui, on devait aller voir la tisserande, et c'est quoi, c'est la tectoprêtresse qui...
Oui, c'est la techno-prêtresse de notre Donc, groupe qui, elle, avait un c'est autre... Lamu qui avait quelques idées. On sait toujours pas très bien de quoi elle a Mais discuté je peux avec pas, elle. je peux pas te spoiler, je peux pas spoiler tout le Bien monde. sûr que non, mais elle a un background qu'on ignore et on sait Mhm. qu'elle a discuté de ça avec la tisserande. Voilà. Et je pense, et donc là nous avons fait, quand on est arrivé dans le quartier des plaisirs, on a fait ce que tout mauvais groupe de jeux de rôle fait, c'est-à-dire qu'on s'est séparés. Ouais. Mais c'est En pas deux grave. groupes de deux. C'était plutôt rigolo en soi. Et il y a un truc, il y a eu moi et Moustache qui sommes partis d'un côté de manière où il s'est pas passé grand chose, si ce n'est que j'ai remarqué qu'il y avait des araignées avec des têtes humaines, où Mhm. l'abdomen de l'araignée était une tête humaine qui nous observait. Évidemment, c'était lié à la tisserande, hein, vous l'aurez bien deviné. Mhm. Et une histoire de vomi aussi. Oui, on peut raconter l'histoire du vomi, Oui, bien elle est sûr. très bien. Donc le quartier des plaisirs de Xicafre, c'est un quartier qui est uniquement dédié à la perversion, enfin aux 7 péchés capitaux, on va dire ça comme ça. Et il se fait que donc c'était le personnage de Moustache et le tien qui se retrouvent dans un restaurant où on sert à bouffer à des super ultra obèses jusqu'à ce qu'ils en meurent en fait. Enfin, où on s'arrête juste C'est avant. bien, Et oui, c'est la grande bouffe, oui. c'est la grande bouffe. Et donc ils sont dans ce resto où il y a que des ultra obèses. Et je sais plus très bien. Il y a du roleplay qui se fait avec un gros, un gros Oui, noble que vous aviez déjà sauvé une fois, exactement. d'ailleurs. Ouais. Et d'ailleurs, c'était un PNJ très intéressant que j'avais mis là pour vous donner plein d'infos, mais que vous avez jamais rien fait avec. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Oui, oui, mais encore. Donc ici, oui, il y a Ah oui, Yagun, oui, oui. donc le personnage de Moustache, c'est Yagun, qui lui fait tout un roleplay pour... Pour lui faire dire je sais plus quoi. Enfin, C'était quoi l'idée? Il voulait faire croire que j'étais un être ignoble et dégueulasse, et pour lui ah, faire... pour dire où est l'endroit le plus pervers Ouais, de cette voilà, cité de la c'est perversion. ça. Et donc, et ben, dis pas que donc Yagun fait au gros qui est en train de manger, il y en a plein d'autres autour. Oui, vous comprenez, ce mec-là, Mais il prend des bains d'excréments. voilà, il raconte, soi-disant, les rites, enfin les faux, c'est totalement faux, mais les rites de, de coït, c'est les rites des coïts sur ma planète, en Mhm. fait. Et il raconte des conneries, Oui, il faut enculer des guenons, il faut prendre des bains d'excréments. etc. euh, Et puis je dis, bon, allez, ok, tu fais ton jet de charisme, on va voir si ça marche. Échec critique, évidemment. Je me dis, mais Évidemment, qu'est-ce qui peut bien se passer à ce moment-là? Et je me dis, bon, bah. Et alors là, j'ai une vision qui me vient, c'est dans. dans les Goonies. Oui, peut-être bien oui, dans les Goonies. Les Mais moi, Goonies, hein, il y ce a qui ça. m'était venu, c'était plutôt dans Le sens de la vie des Monty Python. Ah oui, oui, oui. Et je me dis, ok, le gros commence à dégueuler, mais à gerber des litres de gerbille sur sa table, qui ruisselle partout, et tous les autres gros obèses complètement remplis commencent à se vider aussi. Tout le monde dégueule dans tous les sens. Moi, ça me fait penser à l'histoire de Choco, hein, quand même. Et ça me fait penser à l'histoire de Choco dans le cinéma. Et évidemment, ben, eux, ils arrivent à peine à s'enfuir poursuivis par le personnel du restaurant. Avec tous les gros qui vomissent les uns sur les Les autres. gros qui vomissent les uns sur les autres. Et je dis, quand vous sortez, ça ruisselle de dégueulis partout. Mais l'autre groupe a eu un meilleur moment. Et c'est la fameuse histoire du mécaniporn. Euh... Comme vous- Vas-y, Ah vas-y. ben non, mais comme vous le savez, quand je joue, je bois. Mais quand je masterise, je bois aussi. Alors parfois, l'inspiration me vient des tréfonds les plus avinés, les plus embrumés de ma psyché. Et alors là, c'était encore un truc un peu plus bizarre, c'est la racaille de Volg et la technoprêtresse qui vont dans un espèce de bordel ultra luxueux pour demander mais où est l'endroit le plus pervers de toute la cité. Et ils sont accueillis par un petit personnage très obséquieux qui leur explique que oh, il a une salle qui réalise tous les désirs. Et bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, c'était une salle où il crée une illusion. Le maître des lieux crée une espèce d'illusion qui était censée être tous les fantasmes de la personne qui arrive là. Or, la personne qui était ciblée, c'était la techno-prêtresse. Et donc, je lui dis une techno-prêtresse. C'est quoi de la pornographie pour une techno-prêtresse? Oui, voilà, qui est en plus chimio castré. Qui est chimio-castré et tout. Et donc, je me dis, un vieux tank, complètement démonté, tout souillé, avec plein de trucs à réparer, et
des hommes musculeux avec des chapeaux de protection qui sont Plein d'huile et tout. plein d'huile D'huile de vidange. en hein, mode voilà. oh yeah. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mécaniporn. Et c'est le mécaniporn. Et elle embraye pas du tout là-dessus. Non. Elle essaie de continuer son enquête. Évidemment, ceux qui embrayaient là-dessus, c'était Vera Viande. Verre à viande, la racaille, qui est arrivé avec des prostituées et tout. Voilà. Ouais, toi tu fais des trucs. qui a évidemment demandé à avoir de la drogue et des putes et tout le bazar. Oui, en plus, il a eu sa fameuse drogue à base de cerveau de Psyker. Oui, mais dont on avait déjà parlé dans un scénario précédent. Ouais. Et donc oui, nous avons eu le mécaniporn et je pense que c'est un truc qu'on ne voit pas tous les jours dans Warhammer Non, 40 000. non, mais c'est. En plus, ils ont tenu pendant genre 30 minutes, 1 heure là-dessus. Et pendant ce temps-là, nous on se tournait les pouces. Quoi qu'il en soit, après quelques détours, si je puis dire, nous avons enfin trouvé la tisserante. Mhm. Qui est, comme on s'y attendait, une putain de prêtresse démoniaque de Slanesh. Pour une fois, oui, tu peux dire une putain de prêtresse. Oui, tout à fait. Au cas où vous ne sauriez pas, Slanesh, c'est le dieu hermaphrodite de la luxure, des plaisirs inavoués, des tortures... De l'excès et des De plaisirs à l'excès, l'excès. oui, vraiment, de l'excès. Le plaisir de l'excès, voilà. Et en gros, on se retrouve chez elle où c'est Le une- plaisir à l'excès et l'excès des plaisirs. Exactement. Attention. On se retrouve dans un labyrinthe en forme de toile d'araignée, Mhm. si je ne dis pas de bêtises. Tout fait en drap et en voile. Ouais. Vous entendez des bruits étranges derrière les voiles, entre les gémissements de plaisir et de souffrance. Enfin bref, Ouais. les aventuriers se retrouvent dans l'antre de la grande prêtresse de Slanesh quand même. Voilà. Et donc, on essaie de faire un peu semblant de rien, parce qu'en théorie, on est quand même des inquisiteurs, c'est vraiment le truc qu'on est censé combattre à mort, mais là, on doit faire notre mission, on n'avait pas trop le choix. Sauf Vera Viande, qui était super content d'être là. Parce que lui, il s'en fout d'une inquisition, Oui, Veraviande est un inquisiteur quand ça... Enfin, bon, quand bref. ça l'arrange. Ouais. Et donc, elle nous dit, oui, voilà, si jamais vous voulez avancer à votre aventure, elle nous donne un super indice, vous devez aller voir Papa Gris, le maître des arènes. Le maître des cages Le rouges. maître des cages rouges. Des cages rouges? Les cages rouges. Ah, ok. Ouais. Ok. Enfin bon, le Tu maître... trouves la même chose Des arènes. Non, parce qu'il n'y a pas les trucs en sous-sol Oui, avec le c'est- masque de chacal. Oui, Et Papa Gris, c'est les arènes. Ah oui, c'est moi qui dis des bêtises. Ah oui, du voilà. coup. Et quoi qu'il en soit, elle nous dit, et en plus j'ai un petit cadeau pour lui. Elle nous donne un paquet. Elle dit, vous lui remettez ça. Je décris le truc, c'est une espèce de paquet cadeau. C'est de la taille d'un carton à chapeau, plus ou moins. Et alors, remettez ça à Papa Grist, au nom de notre vieille amitié. Et immédiatement, vous commencez à vous douter qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Hein. Oui. Enfin bon, tu me dirais, faut pas avoir fait 8 ans de jeu de rôle pour se rendre compte que quand la méchante te demande d'aller voir un autre mec pas net en lui disant « Oh, j'ai un beau cadeau pour lui », c'est que... Voilà. Ça craint. Et donc on se rend aux arènes, où on va voir des combats super bizarres, entre autres. Et c'est là qu'il y a eu un beau point de destin qui a sauté, Mhm. parce que nous avons été attaqués par le faiseur de veuves. Tout à fait. Je continue, tu continues? Vas-y. Bah, en gros, oui, il se retrouve dans les arènes et vous étiez en train d'assister à un combat d'ailleurs, si je me trompe pas. Oui, contre pas une limace géante de La- vol. une, quelque chose comme ça. une bête de Volgue. Et puis bon, bah, comme maintenant vous vous en doutez un petit peu, le faiseur de veuves est une entité qui se... On en avait parlé dans la dernière émission, Ouais, hein, ouais. donc... Mais là, tu vois, j'ai déjà un peu plus de mal de parler de ça parce que... Enfin bon, On bref. rentre un peu dans le spoil. On Oh. va pas complètement spoiler le Non, scénario, non, non. mais il y a certains trucs qu'on doit dire pour raconter Et l'histoire. donc voilà, dans ma version du scénario, comprendront les maîtres de jeu qui ont lu la première partie de la campagne, le faiseur de veuve s'incarne de corps en corps. Mais en gros, il s'incarne dans Marcel le clochard. Et Marcel le clochard devient un berserker surpuissant. Et puis si on tue Marcel le clochard, le faiseur de veuve se réincarne dans Jean-Philippe le comptable, etc. etc. Comme dans le film Fallen, Comme dans... avec Denzel Washington. C'est Denzel Washington. Voilà. Ah ouais. Time is on my side. Time is on my side. Et donc, voilà. Et puis alors, donc, je leur décris, j'avais prévu la scène, je trouvais ça assez sympa. Ils sont dans le public. Et donc, les aventuriers sont en train de regarder un match, enfin, pas un match, un combat dans l'arène De cybergladiateur. de cybergladiateurs contre la bête de Volgue, qui est une énorme créature répugnante. Et je sais plus si c'est toi ou si c'est un autre personnage, auquel je dis, mais tu vois que dans les gradins en face, il y a un mec qui vous regarde, et il vous regarde avec un regard de haine pure,
Et ah bon, et c'est qui ce mec? Et alors il fait comme ça, il attrape sa tête, et il se casse la nuque. Puis là, oh putain, putain, putain! Et puis alors, il est où, il est où, il est où? Et je dis, bah, la personne qui est juste à côté de toi se retourne avec un regard de haine, t'attrape et te balance. Et là, c'est parti, c'est l'anarchie totale. Oui. Le faiseur de veuve est dans les gradins, il envoie voler tout le monde, il veut tuer les joueurs. Et donc nous, on fouille, comme des lâches, comme des pleutres. Je vois pas tellement ce que vous auriez pu faire d'autre. Dans un premier temps, on fouille. Mais il y a une personne qui se fait rattraper, et c'est Lamu, la technoprêtresse, qui commence à s'en prendre plein la gueule parce que le faiseur de veuve, il est pas fort pour rire, quoi. Il est super, non, super le balèze. faiseur de veuve est ultra bourrin. Il est super, super bourrin. Et- Et elle perd un point de destin, comme ça. Mhm, Elle tout se à fait. prend un sale coup, ça doit la tuer. En gros, elle était censée se faire arracher un bras, je pense, ou un Ouais, truc comme ça. Elle doit se faire tuer, en gros. Mhm. Et elle perd un point de destin, son premier point de destin comme ça. Mhm. Et là-dessus, c'est un de mes moments héroïques. Je me dis, ouais, je vais pouvoir utiliser mon nouveau sort. Parce que il commence à devenir un véritable couteau suisse. On peut l'appeler Swiss Army Man. Oui, une sorte de Swiss Army Man, Man. voilà. Sauf que je pète beaucoup moins mon personnage. Et Les gens vont pas comprendre, hein, ceux qui n'ont pas vu le Swiss Army non, Man. c'est pas grave. Mon nouveau sort, c'est les points d'acier. C'est-à-dire que je transforme mes points en armes véritables, en acier, qui font des coups surpuissants. Et donc, les règles, si vous voulez savoir exactement, ça quadruple mes dégâts Mhm. à main nue. Alors, à mon avis, ils se sont dit, oui, voilà, de toute façon, les magiciens, ils vont pas avoir beaucoup en force. Sauf que, vu que moi, je suis un magicien, un psyker De la planète des singes. primitif qui a beaucoup en force, et que donc mes mains acquièrent aussi la compétence arme naturelle, Mhm. je fais des dégâts inimaginables. En fait, je fais 1 des 10 plus 16 points de dégâts avec ce truc. C'est quand Proximo a ce sort lancé, il envoie des tartes qui font éclater la tête de ses ennemis, quoi. On Voilà. parle d'humains normaux, voilà. Voilà. En gros, je suis sûr à 99% de tuer en un coup quelqu'un de normal. Mhm. Et tu Euh, crois que t'es puissant? Ouais. Et tu crois que tu peux faire face à la faune de Warhammer 40 000 avec ça? Non, parce qu'à côté de ça, j'encaisse rien. Mais quoi qu'il en soit, je vois la baston du faiseur de veuve, je dis, ok, je charge. Je fais ma charge, j'ai pas énormément en capacité de combat, je touche malgré tout, je lui fais un paquet de dégâts, et il est éjecté. Il est éjecté dans l'arène, où il est promptement dévoré par la bête de Volg. Mon coup Dragon Ball. Ouais. J'avoue qu'à un moment, l'idée, puisque parfois j'embraye sur des idées qui me viennent pendant les scénarios, l'idée que la bête de Volg allait être possédée par le faiseur de veuve m'a traversé l'esprit, puis je me suis dit non, c'est complètement absurde, parce que le faiseur de veuve reste quand même une créature qui arrive, qui frappe et qui disparaît. Et alors que si, ça serait devenu Godzilla, en fait. Oui. Avec un monstre de 14 mètres de haut qui reçoit le don de la veuve, non. Alors, et là, on va arriver à l'une des scènes les plus importantes qu'on a jamais eu dans Warhammer 40 000, qui était véritablement le moment de les points de destin. Pétage de points de destin. Ah, d'accord. Ça a été un peu un schisme, j'ai envie de dire, dans la partie. Oui, oui. Où je t'avouerai qu'on t'en a un peu voulu, entre guillemets. Vous ne pouvez vous en vouloir qu'à vous-même. Je vais ici... C'est compliqué. Je vais ici faire un petit peu... pas mon mea culpa, parce qu'il n'est pas question que je fasse un mea culpa, mais en tout cas que je donne une explication sur ce qui s'est passé. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, évidemment, on a un peu attiré l'attention de Papa Gris, le maître de l'arène. C'est-à-dire que c'est le bordel dans l'une de ces arènes. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Papa Grist arrive avec son escorte de cybergladiateurs, ses 2 gardes du corps, pour voir ce qui se passe. Et Papa Grist imaginait un espèce d'énorme... combattant. Je sais plus comment il s'appelle, le maître des gladiateurs dans Gladiator. Celui qui fait ouais, je vais être plus proche que vous, que votre putain de mère. Bref, un bon gros vieux voûté mais baraqué maître des gladiateurs, vénérateur du dieu Korn quand même, qui débarque avec toute son escorte en mode putain, qu'est-ce qui se passe ici, quoi. Son fouet de corne et tout. Et alors, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que pendant que toi tu
tu envoyais des tatanes aux faiseurs de veuves et que Lamu essayait de se planquer à gauche à droite parce qu'elle voulait pas se faire déchiqueter en morceaux, il y avait Vera Viande et Yagun qui s'étaient un peu... Ils étaient en train de se barrer, en fait. Ouais. Ils étaient en train de fouiller. Et ils tombent sur Papa Grist, et la première chose c'est « On a un cadeau pour vous !» Dégage, bam. Et puis donc, finalement, Papa Grist leur dit « Venez dans mon château, dans mon palais, et vous allez m'expliquer tout ça, quoi. » Ce que je tiens à dire quand même, c'est que nous avions notre avis sur ce qui se passe après a été entre guillemets biaisé, dans le sens où c'était une fin de partie, ça, et il nous met devant une carte avec des figurines. Donc en gros, il y avait un plan prêt pour le combat. Oui. Et donc nous, on se dit, ok, il va se passer quelque chose dans tous les cas. Oui et non. C'est intéressant, mais moi je savais que ça avait beaucoup de chances de dégénérer en combat. Ouais. Commençons par, qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, j'avais prévu le truc, je mets la battle map, qui est le hall du palais de Papa Grist, je mets les figurines, donc il y a Papa Grist, genre de prêtre, au prêtre de corne, mais qui ne rend pas très bien sa tâche, ne fût-ce que parce qu'il a comme garde du corps un psyker, ce qui le rend un peu... Oui, ça me semblait bizarre, ça, quand même. Mais c'est pour ça, en fait, si vous aviez un peu enquêté sur le gars, et sur qui il était, vous vous seriez rendu compte qu'en fait, les disciples de Korn étaient prêts à faire une rébellion contre lui, avec le masque de chacal, qui lui était un bien meilleur vénérateur de Korn. Enfin bref. Donc il y a le Big Boss, son psyker attitré, Babalouchka, qui était quand même une grosse bonne femme de 2,16 m de haut, hyper bodybuildée. Et qui venait de ma planète. Qui venait de ta planète. Mais on n'a pas eu l'occasion de discuter. Le but était aussi que vous fassiez un peu la paix et que tu puisses parler avec elle. Mm-hmm. Et on n'a jamais eu l'occasion de cybergladiateurs qui sont quand même des ennemis très violents. Oui, les cybergladiateurs, c'était monstrueux. J'aurais dit, à du 1 contre 1, les joueurs pouvaient gagner, mais avec du dégât, avec plus de cybergladiateurs, ça commençait à puer. Et je crois que j'en avais mis 6, 7 ou 8 dans la salle. Ouais, il y a vraiment beaucoup. Il y avait au moins un cybergladiateur pour chacun d'entre nous. Je crois qu'il y en avait 6, plus les autres. Et donc voilà. Plus des chiens. Et effectivement, toutes les figurines sont sur la battle map. Et donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que donc, il paraît que vous avez un cadeau pour moi, fait le Papa Grist. Et je ne me souviens plus très bien comment ça s'est passé de votre côté, mais c'était un peu, allez, pas de discussion, on va lui offrir son cadeau. Et... oui, en gros, il dit, vous avez un cadeau, et on commence à lui dire, oui, mais ça vient de la Tisserande, et je sens une magie étrange autour de ça, c'est probablement un piège. Mm-hmm. On lui dit. Et lui, la Tisserande, elle me mange dans la main, j'en ai rien à branler. Voilà. Ben oui. Il répond en gros ça. Je me souviens, attends, c'est Vera Viande, je crois que c'était avancé. Vera Viande qui monte et qui donne le cadeau. Mais vas-y, je t'en prie, décris. Papa Grist ouvre le cadeau. Il y a une araignée de la Tisserande qui sort, qui lui coupe la tête et qui s'enfuit avec sa tête. Mais en fait, c'était pire que ça, c'est carrément un piège, quoi. C'est vraiment... C'est à la Schtroumpf-Farceur, quoi. Tu ouvres et flang, ça te coupe la tête et tu deviens une araignée de la Tisserande, quoi. Ah, ok. Et donc... c'est pas ce que j'avais compris. Ah, ben c'est vraiment, ça le décapite, ça lui arrache la tête et ça se barre avec. Et il est de... Voilà. Et bon... Et là, baston. Et là, c'est fini parce qu'ils viennent de tuer. Donc, tous les PNJ passent en mode combat et à l'assaut. Moi, ce que je m'étais dit... Parce qu'il restait, quoi, genre une demi-heure de jeu? Ah non, ça c'est la fin d'une partie. Et donc moi j'ai préparé un plan pour la partie suivante. J'ai discuté avec les gens, j'ai dit ok, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, on va faire les choses dans ce sens-là, dans cet ordre-là. Et ensuite, on n'a pas eu l'occasion de faire quoi que ce soit au final. Le truc c'est que moi je m'étais dit, ils savent que c'est un cadeau empoisonné. Ils vont parler un peu avec l'un ou l'autre. Je m'attendais à... Je me suis dit, ok, s'ils font juste que... Et c'est vrai que vous avez dit, mais il vous a pas cru, vous avez loupé votre jet. Et on n'a pas eu de jet. Mais tu vois, un truc important, c'est que on n'a pas vraiment eu l'occasion de discuter, parce que directement, il nous a dit, oui, on a un cadeau. Vous avez un cadeau pour moi. Et enfin, je sais plus très bien comment ça s'est passé cette partie, mais je veux bien, on est tombé dans le piège. On n'aurait pas dû donner le cadeau. Dans mon souvenir, vous n'avez pas été assez insistant, vous auriez peut-être dû genre l'ouvrir, tu vois, histoire que ça aille gicler sur un de ses gardes. C'était une solution à une chance sur deux. On savait pas.
On se doutait qu'il y avait un piège, mais on savait pas que ça allait à ce point se retourner contre nous. Et ça aurait pu être une bonne chose. Il aurait pu y avoir quelque chose où la Tisserande, évidemment, ça aurait été probablement mauvais pour Papa Gris, mais ça aurait pu faire quelque chose qui allait être bon pour nous. Je sais pas, l'envoûter ou quelque chose comme ça. Donc, quoi qu'il en soit, oui, je veux bien, on est tombé dans le piège, c'est vrai. Mais là, on se retrouve dans un combat qui était à peu près impossible pour nous. Parce que, comme on disait, on était face à 8 ennemis, on est 4 joueurs, on avait double d'ennemis face à nous, et chacun, séparément, était plus fort que nous tous. Un membre du groupe, sauf Véraviande. Véraviande est très bourrin. Véraviande est très bourrin quand il a l'occasion de tirer avec ses armes, parce qu'il est ambidextre, il tire avec 2 shotguns en même temps, et moi j'avais mon nouveau sort. Mais le combat se passe très très mal, parce que donc moi j'avais prévu, par exemple, entre autres il y avait des chiens dans des cages autour. Donc, tu nous expliques que les chiens ont été torturés par les gens, donc moi je me dis, si on ouvre les cages, les chiens vont se libérer. Et donc je dis, Lamu, toi tu hacks dans le truc d'ici pour ouvrir les cages. Le problème, c'est que, premier tour de combat, Yagen a Véraviande a l'idée totalement géniale et raisonnable de flinguer le Psyker ennemi en premier. Oui, tout à fait. Ce qui était la chose à faire. Ce qui était la chose à faire, parce que sinon vous auriez été encore pire. Oui. Là, on parlait d'un wipe total du groupe, s'il n'avait pas été tué. On n'était pas loin, hein. Et le truc, c'est que après, nous avons tous les cybergladiateurs qui nous tombent dessus. Et on se retrouve entouré d'ennemis. On savait en gros plus bouger. Véraviande, il s'en sort super bien. Il bute le Psyker, il commence à combattre Babalouchka, ça prend un peu plus de temps, mais il la bute aussi. Et à la base, je lui avais dit, oui, si tu peux l'avoir vivante, fais-le, parce que moi je voulais discuter avec elle, mais c'était infaisable. De toute façon, elle était en train de passer berserk, donc... Il y a des grenades qui commencent à partir dans tous les sens, de même qu'il y a des points de destin qui commencent à partir dans tous les sens, parce que les cybergladiateurs, si je me souviens bien, ils faisaient 2 attaques par tour, avec des armes tronçonneuses. Je sais plus s'ils faisaient 2 attaques par tour, mais en tout cas, leurs armes étaient tranchantes, et donc ils lançaient 2 des 10 pour les dégâts en gardant le meilleur. Voilà, et ils faisaient 2 attaques par tour, j'en suis certain. Je sais pas, quelques parties avant, vous m'aviez dit qu'il n'y avait pas assez de challenge, alors... On perd nos points de vie comme c'est pas possible, on perd nos points de destin. En fait, tout le monde perd tous ses points de destin, sauf Véraviande, je crois qu'il en a gardé un sur tout le combat. C'est possible. Et on commence à s'en sortir. En fait, je crois que l'une des choses qui nous a un petit peu tiré d'affaire, moi, mon sort, j'avais pas le temps parce que mon sort de combat, il est cool, mais le problème, c'est qu'il faut que je touche les ennemis, il faut que j'ai le temps de lancer, et c'est une attaque à la fois qui doit toucher, donc c'était pas terrible. Je décide de... déjà, Tsinch était complètement de mon côté pendant ce combat, parce que je n'ai fait aucun échec critique, aucun appel de Tsinch. Oui, le nombre de Tsinch. Voilà, j'ai fait jamais de 9 sur mes jets. Ça aurait été drôle que t'invoques un démon là-dedans pour foutre encore un peu plus la merde. Et je lance mon sort de peur, que je n'avais jamais utilisé jusqu'à présent, et j'utilise tous mes dés. J'utilise mes 3 dés de Psyker, combinés à tout ça, donc quoi qu'il en soit, je fais un score de malade sur mon jet de peur, ce qui fait que je fais le maximum de peur. Je sais plus si c'est 3 ou 4. Terrifiant, ouais. Et donc mon personnage commence à provoquer la même peur qu'un démon majeur. Mais le problème, c'est que ça affecte aussi mes alliés, qui se prennent plein de points de folie du même coup, mais au moins tout le monde s'enfuit. Ça nous laisse un peu de marge. Je dois dire que sur le moment, même moi, je me suis dit, enfin, ils ont une chance. Parce qu'à un moment, je me suis dit, ok, tout le groupe va mourir. Là-dessus, on commence à tirer comme on peut, mais on n'avait pas... on n'était pas super bien équipés, sauf Véraviande. Vous étiez mal équipés. Mais à coup de grenade, on y arrive. Yagen finit comme... Enfin, les cybergladiateurs finissent par reprendre leur esprit. Yagen tombe. Lamu tombe, je crois aussi, où elle arrivait... En tout cas, elle n'arrivait pas à grand-chose. C'est pas une combattante du tout, Lamu. Je crois qu'elle est aussi tombée au sol. Moi, je lance mes sorts de soins comme je peux, mais ça marche pas super bien. Parce que je peux pas lancer 2 sorts en même temps. Véraviande s'en sort quand même bien en balançant des grenades, si ce n'est qu'à un moment... je fais une charge. Il y a une grenade qui est arrivée. À un moment, tu vois, et ça, c'est le genre de truc où je trouve que t'as un petit peu exagéré. C'est je fais une charge sur un ennemi. Et je fais un échec critique. Et donc, tu aurais pu dire, ok, tu tombes, tu perds ton tour. Or, il y avait des
trous enflammés un peu partout parce qu'il y a des grenades incendiaires qui étaient tombées par-ci par-là. Ouais. Et tu me dis, ben non, en fait, tu dévis et paf, tu tombes dans les flammes. Non, je dis, emporté par ta charge, tu trébuches et tu tombes dans les flammes Oui, de la je grenade. pars sur le côté. Et un échec critique, c'est un échec critique, merde. Oui, C'est pas Mais- juste, oh, bouffe. mais écoute, il y a un moment où le groupe est en train de tomber et que je pense que... C'est pas mon travail à moi Mais- de sauver le groupe. Mais un échec critique, c'est toi qui l'interprètes. Et tu Mhm. peux interpréter ça de manière très grave ou pas très grave. Et toi, t'as décidé de vraiment... Non. Et quoi qu'il en soit, Ouais, c'était pas grave. Tu m'as toujours pas pardonné, hein. moi je suis à terre. Mais c'est pour ça qu'il faut parler de ces gens d'aventure des années Voilà. après, pas des mois après. Moi je suis à terre, Yagen est à terre et Lamu est à terre. Il reste plus que Veraviande debout. Et les cibles gladiateurs se retournent vers nous. Non, moi je suis pas hors combat, mais je suis à terre. Yagen était hors combat. Et Lamu, je crois, était hors combat, ou elle arrivait en tout cas à rien. Là-dessus, Veraviande se dit, ok, je cadre la La grenade. grenade pour que ça touche les ennemis qui sont à côté de vous. Exactement, et c'est tout juste pour que ça ne vous touche pas vous. Mhm. Il balance, il rate, pas échec critique, mais il rate. La Ça grenade dévie. est déviée, et elle tue Yagen. Et elle me fait perdre mon dernier point de destin. Donc Mais ce merci, sera encore ma faute. merci Veraviande. Hein. Ben, il a essayé. Mais c'est vrai, mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse d'autre? Je me souviens que Gigi a beaucoup hésité avant de lancer cette grenade, mais c'est vrai que la situation était désespérée. Oui, ah oui, Et c'est un des combats les plus désespérés que j'ai jamais fait dans tout. oui, tout eh ben, le- mais je vais dire simplement, c'était le cas, c'était ce que je voulais que vous viviez, c'était un combat désespéré. Vous étiez vraiment dans le caca, et vous avez été dans le caca. Et je suis étonné qu'il y ait autant d'entre vous qui aient survécu, en Je fait. calcule, on a perdu 6 points de destin pendant ce combat, Bah oui. sur tout le groupe. C'était peut-être un petit peu exagéré. C'est beaucoup quand même 6 points de destin. Oh, je vous en ai rendu tous un à la fin de l'aventure. Oui, ça c'est normal à la fin de campagne. Mais pour finir, Yagen est mort, on arrive quand même à se relever, moi je lance mon sort de point d'acier, on arrive à tuer les derniers. Mhm. Et puis alors, ce que je vous dis, c'est que, effectivement, donc, toutes les grilles du palais le palais de Jabba, Le palais de Jabba. le oui. palais de Papagrist sont fermés, mais qu'en fait, il y a la foule des gladiateurs et des vénérateurs de cornes qui se massent en disant, quoi, on a tué Papagrist, brum, brum. Mais il y a une foule qui est en train de démonter la porte du château, quoi. Ouais. Et puis, là, dans un dernier... ça, c'était de nouveau une fin de scénario. Les grilles cèdent, la foule en furie envahit le palais. Gigi, dans un moment assez intéressant, Oui. vole le fouet De cornes. iconique, le fouet électrique de corne de Papagrist en disant « Bah non, c'est moi le chef ici !» Et je lui dis « Fais-moi un jet De commandement, commandement qu'il a réussi, mais avec une très petite marge. Ouais. Donc je disais « Oui, il y en a qui sont pour, il y en a qui crient « Ouais, vive Varaviande !» Il y en a qui commencent à se péter la gueule les uns les autres. Enfin bref, Ça n'a pas très bien marché en tout cas. ça marche pas bien. Et finalement, On fouille. vous fouillez grâce à l'aide des Oui. servantes de la tisserande. Ouais, ils auraient pu intervenir plus tôt. Qui celle-là. en fait ont juste regardé le combat en rigolant dans le fond, en Je se m'en doute disant bien, ils ont rempli leur mission, maintenant on va voir s'ils savent se battre. Et donc là-dessus, ils arrivent à s'enfuir par un passage secret du palais de Papagrist. Et on rencontre le nouveau personnage de Moustache. Et donc oui, voilà, il fallait, dès la session suivante, je voulais que le nouveau personnage de Moustache, donc, vu que Yagen était mort, j'avais pas envie de perdre de temps avec une introduction de personnage, désolé, et donc le mec qui connaissait les passages secrets du château, c'est Jean-Maurice de la Rivaldière, le nouveau personnage de Moustache, qui est un... On va le présenter ici. Hein. Vas-y, parce que honnêtement, j'en sais toujours pas grand-chose après. Mais cette en fin fait, d'aventure. oui, c'est vrai qu'il n'a fait que la fin. Je ne sais pas ce que je peux en dire. Vous savez. En gros, j'en sais presque rien de ce type. Je pense que c'est un garde impérial, mais je suis même pas certain. Je sais qu'il aime beaucoup s'amuser, avec beaucoup de personnes de styles différents. Mhm. Et En fait, c'est un oui. inquisiteur, mais il est complètement à l'opposé de Yagen, parce que Yagen, c'était vraiment le robot. C'est oui, je suis un assassin, on me demande d'aller tuer, je vais tuer. Lui, ça a l'air plutôt d'être un espèce de bon vivant mais qui va quand même faire
les choses pour l'Inquisition parce que c'est son boulot. Mhm. Ben, je n'en dirai pas plus en fait, parce que je risquerais de spoiler des aspects du personnage. Ok. Donc oui, effectivement, tu l'as très bien dit. Est-ce que c'est un garde impérial? Pourquoi est-ce qu'il est aussi débonnaire et rondouillard? Il vous a raconté deux, trois Je trucs. crois qu'il me semble qu'il nous a dit qu'il a vécu un truc très traumatisant avec des Xénos, je pense. Sur une planète étrange. Voilà. On n'en sait Enfin, pas bref. tellement plus. Vous lui reposerez la question. Euh, Et Et donc, et voilà. Après, on arrive tout doucement à la fin de l'aventure. On va pas tout dire, mais il y a... Plus de points de vie, plus de points de destin, toujours pas d'équipement. Non. Voici, maintenant, il y a un Ah. nouveau personnage tout neuf, tout frais, avec tous ses points de destin. C'est vrai, c'est vrai. Et on est invité pour la 13e heure. Oui, c'est-à-dire que donc après un autre passage chez la Le tisserande, tisserand, oui, salope. qui vous fait quand même quelques soins en disant bon allez, Et tu parles, c'est moi qui ai fait les soins. je sais plus, et J'ai- est-ce qu'elle avait j'ai pas balancé. elle avait pas des chirurgiens? Il nous restait plus beaucoup de temps parce que tout le truc se passe. Il va se passer quelque chose de catastrophique à la 13e heure. Et genre, il nous restait 5 heures avant la 13e heure, il me semble. Et À donc, mon avis, vous êtes arrivé peut-être 6 heures. Vous avant. êtes arrivé dans la demeure du maire genre 9 ou 8 heures avant la 13e heure. Non, moins, parce que j'avais calculé par rapport à mon sort de soin, je peux utiliser tous les 6 heures. Mm. Et je me souviens que je n'ai plus les soignés que juste au combat final, en fait. Mm. Avant, c'était trop tôt. C'était trop tôt. À ce moment-là du scénario, ils ont compris qu'ils doivent aller au centre de la ville, mais vraiment au centre de la ville, à la demeure du maire, qui attend depuis 100 ans le retour de son maître. Enfin bref, ça c'est l'histoire du scénario, mais j'ai pas envie de trop spoiler non plus, hélas. Et que donc, ils ont plus beaucoup de temps, ils sont pris par le temps, et qu'il va se passer quelque chose à la 13e heure, lorsque le soleil sera complètement caché par l'espèce d'éclipse. Et là, on tourne en rond, comme c'est pas possible. Les heures, on les a vues passer, mais super vite. Parce que on tournait en rond, on comprenait rien, on questionnait tout le monde, on allait dans tous les recoins, on reniflait par-ci, par-là. On avait l'impression d'être dans Scooby-Doo, où on fait une porte, il y a un monstre qui est... Et puis on s'enfuit. Il y a quelques combats, mais on était vraiment, vraiment perdus. Et on cherchait à savoir toute la vérité sur la famille des Harlock. Alors pour finir, on trouve quand même un passage secret qui nous indique beaucoup de trucs, où on trouve quelques armes qui peuvent nous aider, des trucs comme ça. Une super armure complète, une épée énergétique. Oui, mais qu'on peut pas utiliser. Oui, Parce je que- sais, mais parce c'est que pas grave. on- Fallait y penser avant, merde. Et puis ça arrivera plus tard. On manque de gens qui savent vraiment se battre en fait dans notre groupe. Mm. Si Veravian meurt, je sais pas ce qu'on va faire. Hein. Bah, vous avez toujours Jean-Maurice. Mais à nouveau, comme toujours avec Moustache, on l'a pas vu faire grand chose. Oh, c'est pas gentil de dire ça. Mais c'est vrai. Avec Yagen, à chaque fois, il essayait de contourner l'ennemi et ça lui prenait le temps de tout le combat. Et Jean-Maurice, le problème c'est qu'on s'est retrouvé face à un truc devant lequel on ne pouvait presque rien faire. Et il a quand même fait des bons trucs avec ses grenades. Mais je trouve que je sais pas, j'ai pas l'impression. C'est pour ça que de toute j'arrive façon, pas à définir son personnage parce que je l'ai pas vu faire. Il n'y a pas vraiment eu de combat. Alors, depuis l'arrivée de Jean-Maurice, il n'y a pas vraiment eu de combat normal, je dirais. Oui. Vous verrez ce Oui, qu'il oui, vaut bien sûr. quand vous serez face à 5 ou 6 brigands. Ça, c'est peut-être la question, Voilà. mais Mais En l'occurrence. restons sur le... Parce que jusqu'à présent... Alors moi, je vais donner ma version, point de vue maître du jeu. Ils avaient déjà loupé plein de trucs pendant la première partie du scénario qui se passait en ville. on n'avait pourtant pas arrêté de chercher des trucs. quoi. Je sais, mais d'une manière générale, vous loupiez tout ce qui était intéressant et je pouvais pas décemment vous le redonner sur un plateau après. Non, mais Et- peut-être nous envoyer des indices. Je sais Hmm. pas. Moi, je me suis dit aussi, ils veulent de l'aventure ouverte, ils ont de l'aventure ouverte, ils se démerdent. Et dans le château, c'est incroyable, comme à chaque fois que j'avais un truc intéressant à vous communiquer, le jet était loupé. Ah oui, mais ça, on n'y peut rien. Oui, ok. Je sais plus où j'ai lu ça, mais les Italiens, ils appellent ça la sfiga. C'est la mauvaise chatte, c'est la chatte qui pue. En fait, vous n'avez pas arrêté d'avoir des sfigas sur sfiga. Tout ce que vous deviez réussir, vous l'avez raté. Mais ça, oui, ben écoute, dans ce cas-là, en fait, tu n'as pas à changer quoi que ce soit parce que on a raté notre jet, c'est comme ça. Mais d'un autre côté,
tu comprends qu'on est confus et que c'est pas forcément notre faute. Oui, tout à fait. Voilà. Mais je pense pas avoir été particulièrement méchant sur la fin. Je sais pas, tout le long de cette aventure, j'ai eu l'impression que tu nous que tu nous reprochais de pas avoir fait ce qu'il fallait. Non. J'ai vraiment ressenti un côté reproche. Non. Dans le fond, j'étais vraiment désolé pour vous. Mais c'est juste que le maître de jeu doit quand même garder un peu de sa superbe merde. Mais non, bah, oui. Vas-y, je t'en prie. Arrive la 13e heure. Arrive la 13e heure. En fait, on va pas La vous raconter. planète n'est plus... Ah oui, non, c'est vrai, En fait, on va pas vous raconter ce qui se passe dans ce scénario à la 13e heure. On va vous raconter ce que nous, on a fait. Il y a juste une chose qu'on a raconté, parce que c'est important, c'est l'horloge. L'horloge, oui. Voilà. De toute façon, si quelqu'un fait ce scénario, il saura qu'il y a un truc avec l'horloge. Oui, voilà, c'est pas... Je veux dire, c'est autant spoiler que de dire, si vous regardez Star Wars, vous allez vous rendre compte qu'il y a un truc bizarre avec Darth Vader, quoi. Voilà. Au centre de cette villa, qui est au centre de la ville, qui est au centre de la planète, mais c'est pas vrai parce qu'il n'y a pas de centre de la planète. Elle est au pôle Nord, parfait, en fait. Ok. Il y a l'horloge. Une horloge. L'horloge d'acier. L'horloge d'acier, qui est une horloge mécanique, mais un peu biomécanique, non? Oui, c'est... Là, je ne peux de nouveau pas trop en révéler. Il y a une horloge plus ou moins vivante, où on fait des expériences, on lance des fruits dessus, les fruits vieillissent, et parfois il y a des bras qui sortent de l'horloge qui attrapent les fruits. On a expérimenté, on a essayé de balancer des gens dedans. Ça m'a fait... Oui, j'ai invoqué des rats sur l'horloge. Mais donc oui, autour de l'horloge, et quand on est au contact de l'horloge, le temps se dérègle de manière pas nette, ou alors c'est simplement de l'énergie destructrice. Voilà. Et à la 13e heure, l'horloge devient concrète, et on peut, entre guillemets, s'y attaquer, pas si entre guillemets que ça, au final. Puisque, effectivement, à côté, il y a notre ami le faiseur de veuves, qui lui-même est obligé de reprendre sa forme. Et donc, il y a cette espèce d'énorme... Il y a un combat titanesque. Je prends sur moi Okay. Ici, je prends sur moi le fait d'un peu spoiler, je suis désolé. Mais toujours est-il que la fin de ce scénario est un combat de titans, avec plusieurs parties qui s'affrontent. Entre le faiseur de veuves et un puissant guerrier du chaos. Voilà, et il y avait aussi un moment, la question de est-ce que vous allez choisir un camp? Est-ce que vous allez essayer de lutter pour l'un ou pour l'autre? Au final, pas vraiment. Au final, non. Parce que vous avez plus ou moins capté ce qu'il fallait faire. Mais ouais. On savait qu'il y avait quelque chose dans l'horloge dont on avait besoin. Mais en même temps, il y avait des cultistes de Khorne, des cultistes de Hate. Les pèlerins de Hate, c'était le chaos universel. Ah, le chaos universel, voilà, des pèlerins de chaos universel. Qui voulaient aussi récupérer l'objet qui était dans l'horloge. Première chose que je fais, donc les gens vont commencer à combattre les pèlerins de Hate qui se massent autour de l'horloge. Le combat titanesque, on ne peut pas vraiment intervenir, on se sent un peu impuissant. Moi, je vais dire quand même ce que je fais, que j'aime bien, c'est que Veravion m'a filé 2 grenades, et je me suis dit, ok, je ne pourrai jamais toucher parce que je suis nul. Mais si j'utilise les mathématiques à mon avantage... les lois de la physique. Les lois de la physique, ça peut marcher. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon sort qui permet de marcher sur les murs. Et j'ai été... Au-dessus de l'horloge, c'était une coupole. Et j'étais au sommet exact de la coupole. Hop, il est monté, il s'est mis tout au sommet de la coupole. Puis... Et donc, en fait, ce sort fait que je ne me fais pas coller au mur. Ça fait que la gravité m'amène vers le mur. Donc, je marche. Et j'arrive en haut, et je vois en haut de moi, j'ai la tête à l'envers, le truc, et donc je balance les grenades, clic, et donc je balançais la grenade sur l'horloge et sur... Si j'avais vraiment été un méchant maître de jeu, j'aurais pu dire c'est tout ce qui est autour de toi, et alors la grenade aurait fait contre le plafond. Ça aurait été rigolo. Et donc j'ai balancé quelques grenades comme ça. D'ailleurs, si je me souviens bien, après la coupole a commencé à se casser et j'ai failli... Oui, t'as failli... oui, non, non, c'est plus tard qu'elle s'est cassée et on s'est pris des morceaux de verre sur la gueule. J'ai l'impression de beaucoup parler. Mais non, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que je peux raconter sans spoiler vraiment le scénario. Enfin, toujours est-il que ce scénario s'est terminé sans d'autres morts. Sans autres morts. Oui, mais quand même, je veux dire comment on a... comment vous avez triomphé. Ah ouais, je veux le dire. Ça. Ah oui, non, mais t'as fait... Le truc, voilà, c'est que il y a plusieurs façons de gagner. Et il y en a une, pas mauvaise, mais entre guillemets quasi impossible à réaliser. Qui est
de détruire physiquement l'horloge. L'horloge, Voilà. qui a des points d'armure et des points de vie assez hallucinants, on va dire ça comme ça. Et donc toi, t'as lancé ton sort de point d'acier, et il y a une seule musique qui peut... allez, dans Mario, quand t'as l'étoile. Oui. Oui, c'est ça, Et donc t'es passé à travers une première fois. Oui, à un moment, je lui ai fait... j'avais fait un 10, puis après j'ai relancé, et je lui ai Mhm. fait genre trentaine de points de dégâts. T'as fait la fureur de l'empereur à l'intérieur du truc en démontant tout. Attends, je crois que j'ai fait 35 points de dégâts d'un coup, Mhm. moins son armure. Et donc voilà. Et puis une fois Oui, voilà. Et une fois que Proximo a eu fait un trou dans l'espèce d'armure de l'horloge, les autres en ont profité pour jeter des grenades et des grenades et Et des surtout, grenades. évidemment, Veraviande avec ses armes. Il a fait beaucoup de dégâts. Il est assez monstrueux aussi, Veraviande. Mhm. Et donc, on s'est acharné sur l'horloge, ce que je pense que t'avais les points de vie de l'horloge, mais t'as jamais pensé qu'on ferait ça. Non, vraiment à la base, non, j'aurais jamais pensé que vous alliez faire ça. Parce que, voilà, en plus dans le scénario, c'est genre une ligne, histoire de dire, mais ouais, mais de toute façon, ils feront jamais ça, tu vois. Bah oui, mais vous l'avez fait, et bah, vous aviez, et sans armes lourdes, sans lance-missiles, sans rien. Donc, kudos. En plus, les grenades, elles marchaient pas très bien. Et donc, je peux pas vraiment vous révéler, chers téléspectateurs. On a gagné. Mais ils ont gagné. On a gagné. Ils ont réussi. J'étais quand même, parce qu'on dit que je suis un méchant maître de jeu, mais j'ai quand même laissé sur le côté une chose qui devait encore arriver. Ah bon? Oui. Ah, mais c'est à Val que j'ai raconté ça, personne d'autre n'est au courant. Ok. Normalement, c'était pas censé s'arrêter là. Ah bon? Parce qu'en fait, normalement, le scénario se terminait avec Anthelme qui arrive. Oh, Anthelme! Et en fait, Anthelme, il a plein de bombes sur lui. Il fait exploser un ou deux membres du groupe. Et en fait, il y a le masque de chacal qui arrive pour dire, ok, vous êtes bien en lambeaux. Maintenant, je vais vous reprendre tout ce que je peux vous reprendre. Et tu l'avais... Enfin, c'est prévu Ça, dans le scénario. c'était moi qui l'avais toi. prévu. C'est moi qui l'avais prévu. Et je me suis juste dit, Tu peux pas nous laisser gagner une petite victoire. si. Mais justement, c'est Voilà. pour ça que à la fin. Alors oui, là je parlais à Gilus, l'histoire Anthelme, d'Anthelme. Anthelme, c'est notre cerveau-crâne. C'est un petit crâne mécanique volant. Il y avait encore un autre méchant de l'histoire, Le à masque savoir de le chacal. masque de chacal, qui lui est une bonne grosse brute de cornes, qui avait disparu dans un portail en emportant avec lui le cerveau-crâne de notre techno-prêtresse. Oui. Ça, c'est vraiment une phrase particulièrement 40 si je veux le dire. Oui, on peut le dire. Et donc, le portail s'était refermé, et la mue était très oh mon dieu, il est où mon cerveau-crâne, mon petit cerveau-crâne, Anthelme. Et moi, j'avais prévu qu'à la fin du scénario, quand les joueurs seraient bien dans l'embout, quand ils auraient plus de points d'XP, la cerise sur le gâteau, c'était donc que Anthelme revenait couvert de dynamite, alors j'aurais laissé une chance d'essayer d'enlever tout ça pour, enfin pas de dynamite, mais... Et puis... Elle est tellement en technométrise que je crois qu'elle laisserait arriver. Et puis que cette grosse brute de cornes débarque en disant « Ah, tout le monde est mort, les mecs du chaos universel sont morts, le faiseur de veuve est mort, il reste vous ? Ah je vais vous achever, je vais devenir le Je maître. » crois qu'on aurait pu l'avoir, Oui, parce qu'on oui. était encore... On Oui, s'était oui, pris oui. pas mal le dégât dans la gueule quand même. Il n'était pas si Mais- monstrueux que ça. Mais le groupe uni, on aurait pu y arriver. Oui, mais c'est surtout aussi qu'à un moment, je me suis dit, il faut clore ce scénario, Ouais. qui durait depuis très longtemps. On a mis tellement longtemps à finir le scénario, il y a un moment où ça devenait plus très agréable. Au final, oui, cette campagne, il y a eu plusieurs choses, mais bon, il y a plusieurs choses qui n'ont pas été, mais je prends, en tout cas moi, je vais prendre les bonnes notes de mes erreurs, et puis surtout, il y a eu des moments où on a pu jouer pendant des mois et des Oui, mois. ça a pas du tout aidé, parce que c'est un Et scénario... dans un scénario d'enquête très intensif, ne plus jouer pendant 2 mois, ça fait beaucoup de On mal. était complètement perdus, on oubliait tout. On oubliait tout parce qu'il y a eu trop de temps entre les différents scénarios. Ouais. Mais voilà, c'était chouette, et vous avez comme ça la fin, plus ou moins, on n'a pas raconté la fin, vraiment l'histoire, on a raconté la fin de nos personnages, dans le sens de la fin de l'aventure pour nos personnages, ce qui s'est passé. Et je tiens quand même à avouer que j'étais très fier de toutes mes actions héroïques. C'est vrai. Et donc voilà, pour l'instant, nous faisons... J'ai des nouveaux sorts maintenant. T'en avais pas assez déjà? Putain, mon personnage, il est à la limite de... Bon, il a maintenant un point de destin, mais il va tous les perdre en lançant ses sorts parce que je les lance sans ménagement et qu'il y a à chaque fois un gros risque. Mais
il aura eu ces moments mémorables et c'est tout ce qui compte. De toute façon, j'ai déjà en tête ce que je ferai après lui. Pourquoi déjà penser à après ton personnage? Je pense toujours à après mon Ça se voit personnage. que tu l'aimes bien, ton personnage. Je pense toujours à après personnage. En fait, parce que j'adore créer des personnages et j'ai tout le temps envie d'en créer des nouveaux. Et j'ai plein de nouveaux concepts dans Dark Heresy. Enfin voilà, comme je disais, pour l'instant, moi je fais une petite pause mastering, pause Dark Heresy et donc pause mastering. Et ça reprendra courant printemps-été de cette année-ci, je pense. Et voilà, on attend que Donjons et Dragons reprennent. Oui, j'ai envie de tester d'autres jeux pour en faire des vidéos, pour vous les raconter. Et si on fait des chouettes scénarios, on vous les gardera racontera, pour quoi. nous, on vous les racontera pas. Voilà, en attendant, petit teaser, on va faire dans pas trop longtemps les histoires au coin les streams dont vous êtes le héros sur Sorcellerie, hein, où il va y avoir des nouvelles règles, où j'ai créé la table du destin, si vous ne l'avez pas encore vu sur les réseaux sociaux. À la place des points de destin, il n'y aura plus de points de destin. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et donc allez voir ma vidéo aussi, hein, parce que j'ai des trucs. Non, on n'est pas... En plus, pour le moment, Mettez des pouces rouges. en plus, pour le moment, je partage au fur et à mesure que je les crée les règles de mon système de règles, le système des critiques. Et voilà. Sur ce, On a plus mes chers amis, on va vous dire à la prochaine. Bye 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 bye.